Elles n'appartiennent à personne, à aucun État en tout cas. Elles sont un bien public, mais les eaux internationales sont devenues une poubelle, un océan de plastique notamment. Les Nations Unies ont commencé 2 semaines de discussion pour tenter de trouver un accord, un traité en fait, pour protéger ce qu'on appelle la haute mer. L'objectif à terme, c'est de préserver de 30% la biodiversité d'ici 2030. Avec nous pour l'en parler, Anne-Leila Mesterzai. Bienvenue sur TV5. Vous êtes chercheuse, présidente de l'entreprise Plastic at Sea. Je précise que vous êtes une spécialiste de la toxicité des plastiques et de l'écotoxicologie. Avec nous également sur un volet beaucoup plus juridique. Chiara Neri, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse, maîtresse de conférences en droit international à l'université Jean Moulin Lyon 3, spécialiste du droit de la mer. Avant de vous entendre toutes les deux, de quoi parle-t-on quand il s'agit de haute mer? Louisa Abrit nous en donne quelques éléments de réponse. La planète bleue est recouverte à 70% par les océans. Essentiels à la survie de l'humanité, ils nous fournissent de la nourriture, de l'énergie et surtout de l'oxygène. Pourtant, seul 1% de ces étendues d'eau est protégé. Le reste est appelé la haute mer. Elle commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives des États, à 370 km des côtes. Tout le monde peut y naviguer, la survoler ou exploiter ses ressources, car elle n'appartient à personne. C'est le principe de liberté des mers. Très peu de règles existent pour délimiter le droit de la mer. Il est régi par la coutume, des pratiques et habitudes qui existent depuis la nuit des temps. Ce n'est qu'en 1982 que la Convention de Montego Bay commence à délimiter un cadre juridique international pour les espaces maritimes. Mais elle ne dit rien sur la haute mer, seulement que ces fonds marins sont considérés comme patrimoine commun de l'humanité. Des écosystèmes océaniques précieux peuvent donc être exploités grâce à une simple licence. Ce vide juridique menace aujourd'hui la haute mer, déjà touchée par le changement climatique, la pollution et la surpêche. Alors, pour garder un océan en bonne santé, et donc une planète en bonne santé, lors de la COP15 en décembre 2022, les dirigeants du monde ont décidé de protéger 30% des océans d'ici 2030. Mais pour arriver à un consensus, le chemin est long. Anne-Leila Mesterzai, est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les pollutions et les menaces en haute mer ? Alors aujourd'hui, il y a différents types de pollution. On a parlé du changement climatique, mais on en a d'autres qui apparaissent et qui sont de plus en plus importants. Et en particulier, la pollution plastique est une de celles qui est de plus en plus remarquable. Elle est remarquable parce qu'elle est importante sur nos côtes, mais aussi parce qu'elle va se fragmenter en fait dans nos rivières pour arriver en mer. Et en fait, aujourd'hui, elle est surtout une pollution invisible. Donc ça veut dire qu'elle rentre dans la chaîne alimentaire, sur tous les maillons de cette chaîne. Vous avez à certains endroits des concentrations en microplastiques qui sont égales à celles du zooplancton, donc la base en fait de cette chaîne alimentaire. Et elle va rentrer dans tous les maillons, avoir des effets assez désastreux sur la biologie de ces organismes, sur leur reproduction, leur croissance, même leur système immunitaire. Et ça peut être extrêmement important, puisqu'en fait, elle est de plus en plus masquée. Et en fait, le plastique, il faut savoir qu'il ne se dégrade pas, ou pas très bien, dans la mer. Et donc, la pollution que nous réalisons, en fait, nos activités est à l'origine d'une pollution forte, que ce soit en macro-déchets ou en micro-déchets, elle va être maintenue dans le temps, parce que ces déchets, pour les dégrader, pour les biodégrader, il va falloir des dizaines, des centaines d'années réellement pour la faire disparaître. Et il est difficile d'imaginer que tous ces déchets se retrouvent en haute mer. On parle de distances qui sont peut-être parfois plus éloignées que la Station spatiale internationale. Et pourtant, parce que le plastique flotte et qu'il est transporté par des gyres océaniques, donc au travers de tous les océans, ces plastiques sont déplacés. C'est ce qui a permis, par exemple, de faire suivre en fait, des petits canards en plastique qui avaient été perdus dans les années 90-2000 et qui ont été suivis en fait, pendant des années. Et on sait aujourd'hui que le tsunami, par exemple, qui a eu lieu en 2011, a été capable de déplacer des plastiques avec des espèces potentiellement invasives entre les côtes japonaises et les côtes du Canada du Nord. Vous voyez, donc ces objets, ils sont en mouvement dans l'océan, qui est en fait un océan unique, qui est brassé par des courants, et ils vont être transportés de la surface vers la profondeur. Et arrivés dans les profondeurs, on pense que ces déchets en fait sont stockés dans les sédiments avec un impact
très important, l'impact mécanique qu'on connaît bien sur des cétacés et des oiseaux, mais également des impacts chimiques importants puisqu'ils portent en fait des produits chimiques par leur fabrication, mais aussi par leur effet d'éponge. Et tout ce que vous nous dites nous montre que c'est absolument incompréhensible de voir que seulement 1% de ces eaux est protégée. Chiara Neri, vous êtes spécialiste du droit de la mer notamment. Comment peut-on expliquer une telle, si je puis dire, aberration ? Oui, bah, en fait, c'est le régime juridique qui est applicable aux océans qui explique cela, puisque, comme c'était expliqué dans dans votre petit documentaire, jusqu'aux zones économiques exclusives, les États côtiers peuvent protéger les océans, mettre des zones maritimes protégées, par exemple, interdire la pêche, interdire également toute autre forme de pollution. Et en haute mer, en revanche, aucun État n'a de juridiction pour réglementer ce qui s'y passe. Tous les États disposent de la liberté de pêche et de la liberté de développer des activités économiques en haute mer. C'est l'anarchie, c'est une zone de non-droit. C'est pas une zone de non-droit, c'est une zone de liberté. Et ce qui implique que les États qui sont responsables des éventuelles pollutions, par exemple, en mer, ce sont les États du pavillon des navires qui vont polluer. Donc il y a bien un État qui est responsable, simplement c'est très difficile à mettre en œuvre, puisque comment surveiller en haute mer tous les navires qui battent le pavillon d'un État ? C'est déjà difficile de voir qui est responsable de la pollution quand elles sont près des côtes, alors on imagine qu'en haute mer ça l'est plus, non ? Ça l'est plus, oui. Et les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui aux Nations Unies concernent en réalité deux zones. La haute mer, qui concerne la colonne d'eau, au-delà donc des zones économiques exclusives des États, et puis la zone internationale des fonds marins, qui est en fait le sol et le sous-sol de cette haute mer, et qui, pour le coup, cette zone bénéficie d'un régime juridique qui est très protecteur, qui est le régime juridique du patrimoine commun de l'humanité. Donc ici, c'est pas une zone de liberté, c'est au contraire une zone qui est régie par une organisation internationale et dans laquelle les États ne peuvent pas exploiter les ressources sans l'autorisation de cette organisation internationale. Est-ce vraiment respecté ? Oui, c'est respecté. Le problème, et c'est pour ça que les négociations sont intéressantes, c'est que cette zone internationale des fonds marins ne protège que les ressources minérales. Elle ne protège pas les ressources biologiques de la zone internationale des fonds marins. Et donc l'idée de cette convention, c'est d'arriver à une protection des ressources biologiques et génétiques, à la fois de la haute mer et de la zone internationale des fonds marins. Anne-Leïla Mestersheim, avant de voir ce que vous attendez concrètement de ces 2 semaines de discussion à l'ONU, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, ça peut paraître évident, mais tout de même, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nécessité absolue, viscérale de protéger les hautes mers ? Alors en fait, il faut bien comprendre que l'écosystème marin est un tout. Donc vous avez la côte, la profondeur, c'est un écosystème dans lequel l'équilibre est installé, est instauré, que ce soit au niveau des côtes ou des profondeurs. Vous avez certaines espèces qui, par exemple, vivent sur les côtes et qui pourtant se reproduisent dans les profondeurs. Vous avez des cycles entiers qui commencent à la surface des océans, parce que vous avez le plancton qui est là, et pourtant les organismes qui vont se développer sont capables de parcourir des kilomètres entiers, de se déplacer d'un point à un point 2, de parcourir nos océans. On peut pas penser que protéger exclusivement les côtes suffira pour préserver la biodiversité de la mer. C'est un ensemble complexe qu'il faut intégrer, et pour ça on a besoin en fait d'étendre finalement ces zones de protection. Et cette toxicité, on la retrouve dans nos propres organismes. Rappelons d'ailleurs qu'on est nous-mêmes constitués à 70% d'eau. Alors malheureusement oui, mais tant mieux, on fait partie de l'écosystème aussi. Donc typiquement, tous les effets toxiques qui ont pu être observés par le plastique, plus la température, plus d'autres choses, on commence non pas à les démontrer sur l'espèce humaine parce que c'est encore trop récent, mais par contre on a mesuré en fait effectivement cette pollution microplastique dans des excréments humains, dans le sang humain, dans le lait humain, même du côté du placenta. Donc on peut supposer aujourd'hui, par mesure de précaution, qu'il vaut mieux faire en sorte que cette observation décroisse dans le temps. Juste une question, puisque vous travaillez beaucoup sur la Méditerranée, vous êtes dans la région de Perpignan, à Bagnoul-sur-Mer. La Méditerranée, c'est 200 000 tonnes de déchets plastiques rejetés chaque année. Est-ce qu'il y a des zones de haute mer en Méditerranée, ou est-ce qu'elle est entièrement fermée ? On n'a pas ce problème en Méditerranée ?
Alors en Méditerranée, la particularité, c'est d'avoir des profondeurs relativement importantes qui sont des canyons sous-marins. Donc dans ces canyons sous-marins, vous avez par exemple des espèces qui sont capables de créer des récifs comme les coraux blancs. Donc c'est l'image que vous avez de les coraux profonds, froids. Donc c'est l'image que vous avez en joli en fait des tropicaux, mais ils sont tout blancs puisqu'ils n'ont pas d'algues avec lesquelles ils vivent une symbiose. Mais ces coraux sont à l'origine de récifs entiers, sont des espèces ingénieurs capables réellement d'accueillir des zones de nurserie pour des poissons. Et donc elles sont également une zone de transit extrêmement importante pour des espèces que nous pêchons, donc qui retournent dans notre assiette à terme. Donc effectivement, ces aires marines, elles sont en train d'augmenter. Mais encore une fois, pour protéger des espèces, on a besoin de protéger finalement leur trajectoire, c'est-à-dire leur cycle de vie complet, incluant également leur zone de reproduction, leur zone de nurserie. Chiara Neri, on ne va pas se mentir, hein, ce serait une utopie de croire qu'on va nettoyer les océans de tout ce plastique. Mais vous travaillez sur la toxicité. Est-ce qu'on peut la réduire? Est-ce qu'on peut l'amoindrir? Oui, oui, bien sûr, mais pardonnez-moi, Chiara Neri, la question, elle n'était pas, je suis désolé, je me suis trompé parce que vous n'êtes pas une spécialiste de toxicité. Je vois Neyla qui sourit, elle était plutôt pour vous, la question. Ouais, je comprends bien. Même si vous étiez parti pour répondre, hein, Chiara Neri. Mais allez-y, Anne-Leïla. Alors aujourd'hui, en fait, de notre point de vue, tous les voyants sont au vert. On doit avoir des actions qui sont des actions fortes. La première étape, ça reste une étape de réduction parce que beaucoup de ces usages ne sont juste pas nécessaires et donc doivent retourner au point de départ, c'est-à-dire ils doivent être retirés de nos usages. Mais par contre, on a des plastiques de nouvelle génération qui sont fabriqués à partir de bactéries, à partir d'algues, à partir de plantes. Toutes ces formes-là qui n'utilisent pas du pétrole, donc qui évitent d'utiliser une source de carbone stockée, fossile, on peut fabriquer des plastiques de nouvelle génération qui potentiellement sont biodégradables et pourraient être non toxiques. Et pour ça, on a besoin de tester et leur biodégradabilité en milieu marin et leur non-toxicité pour vérifier que le choix réalisé est un bon choix. Et à toutes les deux, pour finir, vous allez nous dire ce que vous attendez donc de ces négociations à New York. Chiara Neri, ça fait plus de 15 ans qu'on discute de manière informelle, de manière formelle sur le sujet dont on parle ce soir. C'est la 3e fois en moins d'1 an que les négociateurs se retrouvent aux États-Unis pour une session censée être la dernière. Est-ce que vous êtes optimiste ? Je crois qu'il faut l'être. C'est en revanche pas du tout certain qu'on débouche sur une convention, l'adoption du traité début mars. Peut-être qu'il y aura besoin d'une dernière session pour régler quelques problèmes dont on n'a pas eu le temps de parler, mais par exemple des problèmes liés aux revendications des pays du Sud, notamment pour partager de manière équitable les ressources biologiques et génétiques de la haute mer. Donc ça, c'est un point qui est compliqué. Il est possible que ce point bloque les négociations. En revanche, peut-être qu'on arrivera à un accord sur la manière de protéger certaines zones particulièrement fragiles des océans. Ça, c'est quelque chose pour lequel on peut être optimiste, je crois. Et Anne-Leïla Mesterzheim, même question, ou alors plus précis parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. La plus grande priorité, c'est quoi pour vous ? Pour moi, c'est d'agir, tout simplement. On a besoin aujourd'hui d'aller plus vite, on a besoin d'agir et de ne plus attendre que les choses se passent toutes seules. L'océan ne se nettoiera pas tout seul. Donc on a besoin d'avoir des actions. Ces actions, elles sont en mer et elles sont à terre. Donc il faut avoir les deux visions en même temps. Et c'est aussi à chacune et à chacun de nous, bien entendu, d'y mettre du sien. Merci beaucoup Anne-Leïla Mesterzheim et merci Chiara Neri de nous avoir éclairé ce soir, donc, en ce premier jour des discussions à New York des États membres de l'ONU pour mieux préserver la haute mer.